Chapitre 26. Exploit nocturne de Diomède et Ulysse. De retour à leur camp, les principaux chefs grecs se réunissent dans la baraque d'Agamemnon. Ils se demandent ce que vont faire les Troyens le lendemain. Vont-ils attaquer? À quelle heure? Et où? Le seul moyen de le savoir, dit Nestor, serait d'envoyer cette nuit même, en reconnaissance, 2 d'entre nous dans le camp troyen pour surprendre leur conversation. Chacun approuve cette idée, et Agamemnon propose de désigner, pour cette dangereuse mission, Diomède le baroudeur et Ulysse le rusé. Malgré leur fatigue, ceux-ci acceptent. Ils s'habillent de vêtements sombres, s'enduisent le visage et les mains de suie, et se gardent bien de porter un casque ou une cuirasse, qui risquerait de briller aux rayons de la lune et d'attirer l'attention des sentinelles troyennes. Pour toute arme, ils emportent chacun un poignard. Ils se mettent en route, vers minuit, en direction des remparts de Troie. À mi-chemin, alors qu'ils traversent un petit bois, il leur semble entendre des pas venant à leur rencontre. Ils s'embusquent et voient passer 2 soldats troyens, vêtus à peu près comme eux, qui se dirigent vers le camp grec. Par derrière, Ulysse et Diomède bondissent sur eux, les immobilisent en leur mettant leurs poignards sous la gorge. « Ne bougez pas et répondez à nos questions, » leur ordonne Ulysse, « ou nous vous tranchons la gorge. » « Qu'allez-vous faire vers le camp grec ? » ?»« C'est Hector qui nous envoie pour espionner les Grecs. » »« Où est Hector ? » ?»« Il délibère avec les autres chefs troyens dans le temple de Minerve. » »« Et où se trouve le temple de Minerve ? » demande Ulysse qui n'est jamais allé à Troie. « C'est très simple. Si vous entrez dans Troie par la porte d'Apollon, vous prenez l'avenue d'Apollon en face et le temple de Minerve est dans la 2e rue sur votre gauche. Vous ne pouvez pas vous tromper. » « Quel est le mot de passe qui nous permettra de franchir les postes de garde ? » demande encore Ulysse. « Le mot de passe ce soir est « La belle Hélène aime le gai Paris ». Satisfait de ces renseignements, Ulysse se dispose à ligoter les 2 Troyens, à qui il avait promis la vie sauve s'il parlait. Mais le brutal Diomède, partisan des méthodes expéditives, ne lui en laisse pas le temps. Du tranchant de son poignard, il égorge le premier, et du tranchant de sa main, il brise la nuque du second. Les 2 rois grecs se remettent en route, parviennent à la porte d'Apollon, qu'ils franchissent sans encombre, en criant le mot de passe et en se faisant passer pour les 2 soldats troyens qu'ils viennent d'expédier dans l'autre monde. Une fois dans la ville, cependant, les difficultés d'orientation commencent. Ulysse croit se souvenir qu'il faut prendre l'avenue d'Apollon, alors que Diomède affirme que les soldats troyens ont parlé de l'avenue de Neptune. De toute manière, le nom des avenues n'est pas marqué, ou si par hasard il l'est, c'est à une hauteur telle qu'on ne peut pas le lire. Une demi-heure après être entrés dans Troie, Ulysse et Diomède ont perdu tout espoir de jamais trouver le temple de Minerve ainsi que le chemin de la sortie. C'est alors qu'au détour d'une rue, ils aperçoivent, à quelques pas devant eux, une passante, la première depuis leur arrivée. Ulysse presse le pas pour la rattraper et arrive à sa hauteur. Sachant par expérience que les gens à qui l'on demande son chemin s'avèrent presque toujours être des touristes étrangers qui ne connaissent pas la ville, il commence par lui demander poliment. « Pardon, madame, est-ce que vous êtes d'ici ? » « Non, » répond naturellement la passante en tournant la tête vers Ulysse. Et ils poussent alors, ensemble, une exclamation de surprise. « Hélène !» s'écrie Ulysse. « Ulysse !» s'écrie Hélène. Dans l'esprit d'Ulysse, l'inquiétude succède immédiatement à la surprise. Hélène, qui l'a reconnue, ne va-t-elle pas dénoncer sa présence aux Troyens ? Mais il a tort de s'inquiéter. Hélène est une bonne fille. En outre,
Elle a toujours eu un faible pour Ulysse. Elle l'embrasse affectueusement et lui demande ce qu'il fait, en pleine nuit, dans les rues de Troie. Pour une fois, Ulysse, pris au dépourvu, n'a pas le temps d'inventer un mensonge. « J'espionne », répond-il simplement, en compagnie de Diomède que voici. Hélène embrasse aussi Diomède et demande aux deux héros des nouvelles de Ménélas et des autres rois grecs. « Ils vont tous bien, » lui répond Ulysse, « mais nous n'avons guère le temps de bavarder. Pourrais-tu nous indiquer où se trouve le temple de Minerve ?» Hélène, tout en n'étant pas d'ici, connaît bien cette ville, qu'elle habite depuis près de 10 ans. Elle conduit elle-même Ulysse et Diomède jusqu'à la porte du temple et prend congé d'eux en leur recommandant de ne pas commettre d'imprudence. Au moment où, discrètement, Ulysse et Diomède pénètrent dans le temple, ils entendent Hector tirer les conclusions de la réunion qu'il vient d'avoir avec ses compagnons. « Mes amis, dit Hector, nous avons tout lieu d'être optimistes. Privés d'Achille et de ses guerriers myrmidons, les Grecs ne peuvent nous vaincre. En outre, alors que nous pouvons tous les soirs nous replier derrière nos remparts et nous reposer en toute sécurité, le camp des Grecs n'est protégé par aucune défense. Nos ennemis ne peuvent donc dormir que d'un œil, dans la crainte d'une attaque nocturne, et ne tarderont pas à être épuisés. Ils seront alors à notre merci. » Sur ces mots, la réunion se disperse, les chefs troyens vont se coucher, et un silence profond tombe bientôt sur la ville endormie. Ulysse et Diomède sont restés seuls dans le temple. En face d'eux, éclairée par 50 bougies, brille une superbe statue en bois poli de Minerve, appelée le Palladion. Les Troyens lui vouaient un culte particulier et croyaient qu'elle protégeait leur ville. « Emportons la statue, dit Ulysse, et laissons un petit souvenir de notre passage. » Ils descendent la statue de son socle et, avec la cire d'une bougie, Ulysse écrit ces mots sur le socle de marbre, avec les salutations d'Ulysse. Mais, une fois sortis du temple, ils se rendent compte que la statue est lourde et qu'ils ne pourront pas à eux seuls la transporter jusqu'au camp grec. « Allons voler les chevaux de Rhésus, » suggère alors Ulysse. Rhésus était un chef troyen, célèbre à cause des 6 chevaux blancs qu'il possédait, les plus beaux de toute l'armée troyenne. En se rendant au temple de Minerve, Ulysse et Diomède étaient passés devant le palais de Rhésus. Ils y retournent, pénètrent silencieusement dans les écuries, où les 6 chevaux sont endormis. Pour les empêcher de hennir, Ulysse leur donne à chacun un picotin d'avoine, dans une musette qu'il attache à leur cou. Et, pour que le bruit de leurs pas n'éveille pas les gardes du palais, il enveloppe de paille les sabots de 2 d'entre eux qu'il attelle à un char. Sortis du palais, Ulysse et Diomède montent dans le char, y dissimulent la statue de Minerve sous une couverture et ressortent sans difficulté de Troie, en répétant le mot de passe aux sentinelles. Puis, ils retournent au galop à leur camp, où les autres rois grecs les attendent anxieusement. En les voyant revenir, avec 2 des fameux chevaux de Rhésus et avec le non moins fameux Palladion, Nestor s'écrie admiratif. « Vous êtes des dieux !» « De tristes dieux, » répond Ulysse, mort de faim et de fatigue. On leur prépare un bain tiède, parfumé de sel odorant. On leur sert un gigot d'agneau rôti, arrosé de vin de Macédoine. Et les 2 héros, se retirant dans leur baraque, ne tardent pas à trouver, dans un sommeil profond, l'oubli et le repos. Le lendemain, cependant, Ulysse se lève de bonne heure. Au roi grec assemblé, il rend compte des propos tenus par Hector. « Nous devons, conclut-il, nous protéger contre une attaque surprise des Troyens, en entourant notre camp d'un fossé profond et d'une palissade. » Sa suggestion, soutenue par Nestor, est adoptée par l'assemblée. Aussitôt, toute l'armée grecque se met au travail, et lorsque se termine la journée, le camp grec est protégé par un fossé de 3 mètres de large et de 2 mètres de profondeur, en deçà duquel
s'élève une palissade de bois de plus de 2 mètres de haut. Une dizaine de portes solides et de ponts de bois permettent de franchir la palissade et le fossé. Pendant toute la journée, les Troyens ont été si occupés à essayer de comprendre comment Ulysse et Diomède avaient pu voler le Palladion qu'ils n'ont pas songé à empêcher les Grecs de mener à bien leurs travaux. Chapitre 27. L'armée grecque au bord du désastre. Lorsqu'Hector se rend compte que, profitant de sa négligence, les Grecs se sont protégés par un fossé et une palissade, il est saisi de découragement. Il va trouver son père, Priam, et lui suggère de proposer aux Grecs une transaction. Nous leur rendons le trésor de Ménélas, ils nous laissent Hélène et on n'en parle plus. Priam approuve cette idée et envoie un ambassadeur à Agamemnon pour lui en faire part. Agamemnon convoque aussitôt une réunion des rois grecs et les consulte. Bien entendu, Ménélas s'oppose avec indignation à cet arrangement. Il est venu pour reprendre sa femme, plus encore que son trésor. Mais certains chefs grecs sont prêts à se laisser tenter. Et parmi eux, Palamède, le rival et l'ennemi d'Ulysse. C'est l'occasion qu'attendait Ulysse pour se venger de Palamède. Il se lève et demande la parole. Ulysse était un orateur consommé. Lorsqu'il s'apprêtait à prononcer un discours, il s'avançait à pas lents vers la tribune, la tête rentrée dans ses larges épaules, les sourcils froncés, l'air concentré. Sans se presser, il adoptait l'attitude corporelle recommandée par les professeurs d'expression orale, afin d'utiliser au mieux sa capacité pulmonaire et de déployer pleinement la puissance de ses cordes vocales. Le poids de son corps reposait pour les 2/3 sur la jambe droite et pour 1/3 sur la gauche, avancé de 20 centimètres. Le buste, légèrement penché en arrière, faisait avec la verticale un angle de 15 degrés. Les mains étaient jointes derrière le dos, à la hauteur de la 3e vertèbre lombaire. Le menton pointait légèrement en avant et les yeux parcouraient lentement l'auditoire. Lorsqu'un silence complet s'était établi, Ulysse commençait à parler d'une voix grave, qui prenait ensuite, selon les périodes oratoires, des accents passionnés ou ironiques. Les paroles ailées s'échappaient de ses lèvres, légères et serrées comme des flocons de neige, et venaient retomber sur son auditoire, subjugué. Le discours accusateur qu'Ulysse prononça contre Palamède figure dans toutes les anthologies de l'éloquence politique, et n'a donc pas besoin d'être retranscrit ici. Il peut d'ailleurs être résumé en 3 phrases. Palamède est un traître, il s'est laissé acheter par Priam, et la preuve, c'est qu'il dissimule sous son lit un sac de pièces d'or que lui a remis Priam pour s'assurer de son soutien. Palamède proteste de son innocence et propose à Agamemnon de venir fouiller sa tente. Il ignore que, quelques jours plus tôt, Ulysse lui-même, qui préparait déjà son coup, a caché un sac d'or à l'emplacement indiqué. Le sac est découvert. La culpabilité de Palamède apparaît certaine. Malgré ses protestations, il est condamné à mort et exécuté sur le champ. Quant à la proposition de Priam, elle est repoussée sèchement. Puisque les Grecs ne veulent pas entendre raison, il ne nous reste plus qu'à les chasser par la force, déclare Hector. Il rassemble ses troupes et sort des remparts à leur tête, avec une ardeur décuplée par l'humiliation que lui a infligée Ulysse quelques jours plus tôt en volant le Palladion. La charge des Troyens est si furieuse que les lignes grecques plient sous le choc. Aucun chef grec, pas même Diomède ou Ajax, ne parvient à arrêter l'élan d'Hector. Ajax appelle alors son frère, Teucer, le fameux archer. « Abrite-toi sous mon bouclier et tâche de tuer ou de blesser Hector, lui ordonne-t-il. Teucer s'agenouille et bande son arc, cependant qu'Ajax tient son lourd bouclier au-dessus de la tête de son frère. Mais Hector a vu le danger. Il ramasse une grosse pierre
et la projette sur le bouclier, qui tombe sur Teucer et le blesse grièvement. Ajax se replie, emportant sur ses épaules son frère évanoui. Le recul des Grecs se transforme alors en déroute. Leurs troupes refluent en désordre vers leur camp et se mettent à l'abri derrière le fossé et la palissade, qui les sauvent d'une défaite imminente. Heureusement pour eux, le jour tombe. Hector arrête ses troupes en leur disant « Demain, nous finirons la tâche et jetterons les Grecs à la mer. En attendant, allons restaurer nos forces par un repas copieux et une nuit de repos. » Chez les Grecs, l'inquiétude règne. Agamemnon lui-même a perdu courage. Une fois de plus, il réunit les chefs grecs. « Mes amis, leur dit-il, je vois que nous ne gagnerons jamais cette guerre, et que nous risquons même la défaite. Ne serait-il pas plus sage de mettre un terme à cette expédition qui nous retient depuis si longtemps, loin de notre pays et de nos familles ? Si vous êtes d'accord, je vous propose de nous rembarquer cette nuit même sur nos vaisseaux et de retourner chez nous. » Un silence étonné suit cette déclaration, mais bientôt Diomède réagit violemment. « Fais ce que tu voudras, dit-il. Pour ma part, je reste, et je continuerai la lutte jusqu'au bout. » Ménélas, Ajax et Ulysse approuvent cette attitude courageuse, et Nestor prend à son tour la parole. « Je vais te parler franchement, dit-il à Agamemnon. Si nous nous trouvons dans une situation périlleuse, c'est à toi qu'il faut en prendre. En provoquant la colère d'Achille et sa défection, c'est toi qui nous as privés de notre plus solide appui. Mais il est peut-être encore temps de réparer tes torts envers Achille et de le persuader de revenir combattre à nos côtés. » Agamemnon baisse la tête. « C'est bon, dit-il. Je suis prêt à restituer à Achille la jolie Briséis, et même, pour le dédommager, à lui offrir 7 autres jeunes captives, des chevaux et une part du butin auquel j'aurai droit si nous nous emparons de Troie. » « C'est là une proposition généreuse, dit Nestor, et je pense qu'Achille devrait y être sensible. Envoyons-lui 2 d'entre nous en ambassadeurs pour la lui transmettre. » Ce sont Ulysse et Ajax qui sont désignés pour cette mission, car on sait qu'Achille a beaucoup d'amitié pour le premier et que le second est son cousin germain. Ils se dirigent vers les quartiers d'Achille, à l'autre bout du camp grec, et trouvent le héros assis devant sa baraque, en train de jouer de la lyre, en compagnie de Patrocle, son ami intime. Achille les accueille avec cordialité et les invite à partager le repas qu'il s'apprêtait à prendre. Pendant le dîner, on parle de choses et d'autres. Puis, au dessert, Ulysse expose l'objet de sa visite avec son éloquence habituelle. Il commence par flatter l'amour-propre d'Achille, en lui disant que sans lui, l'armée grecque est incapable de remporter la victoire. Puis, il met en relief l'importance des réparations offertes par Agamemnon. Enfin, il fait appel à la piété filiale d'Achille, en lui rappelant les recommandations que lui a faites son père Pelée, lorsqu'Achille s'est embarqué pour Troie. « Souviens-toi, Achille, des dernières paroles que t'a adressées ton père. Il t'a dit « Sois courageux, mais maîtrise tes passions et domine ton humeur altière. » Achille l'a écouté en silence. Il est flatté de voir que les Grecs ont tant besoin de lui, et savoure en secret l'humiliation qu'il a infligée à Agamemnon. Il n'est pas insensible non plus à la perspective de récupérer Briséis et de recevoir, en guise de dommages et intérêts, de belles esclaves, des chevaux et une part supplémentaire de butin. Mais sa rancune et son entêtement sont plus forts que tout. Après quelques instants de réflexion, il sourit dédaigneusement et répond à Ulysse. « Tes paroles sont éloquentes, mais elles ne sauraient me fléchir. Cette guerre n'est plus la mienne. J'étais venu ici par amitié pour Ménélas, à qui les Troyens avaient volé sa femme. Mais ce ne sont pas les Troyens qui ont volé la mienne, c'est Agamemnon. Pourquoi risquerais-je ma vie pour combattre Hector, qui ne m'a rien fait, et pour défendre Agamemnon qui m'a offensé ? Tu auras beau dire, ma résolution est prise. Dès demain,
je m'embarquerai pour la Grèce avec mes troupes. Retourne dire à Agamemnon qu'il peut garder Briséis, ses chevaux, ses esclaves et son or, et qu'Achille n'est pas à vendre. » Patrocle a beau plaider en faveur de la proposition d'Ulysse, Ajax a beau reprocher rudement à Achille son entêtement, rien n'y fait. Le roi des Myrmidons reste inflexible. Ulysse et Ajax prennent alors congé d'Achille et retournent chez Agamemnon. À leur mine déconfite, les autres rois grecs devinent l'échec de leur mission. Une fois de plus, c'est Diomède qui ranime leur courage. Qu'Achille parte ou qu'Achille reste, c'est son affaire, nous nous passerons de lui. Allons nous reposer pour le combat de demain. Les Grecs suivent son conseil, mais ce n'est pas sans mal que cette nuit-là, ils trouveront le sommeil. Ils sont réveillés à l'aube par les trompettes des Troyens qui sonnent la charge. En hâte, l'armée grecque se porte à leur rencontre, dans la plaine qui sépare les remparts de Troie du camp grec. Très vite, l'armée troyenne prend l'avantage. Hector, ayant Paris à ses côtés, fait des ravages dans les rangs grecs. Il commence par blesser Agamemnon d'un coup de javelot au bras. Diomède, qui s'efforce de protéger Agamemnon, est atteint à son tour d'une flèche tirée par Paris, qui se fige dans son pied et le cloue au sol. Ulysse vole à son secours et parvient à arracher la flèche. Mais, avant qu'il ait eu le temps de se relever, il reçoit le second javelot d'Hector dans la fesse. La douleur est si forte qu'Ulysse a un moment de faiblesse et appelle au secours. Ménélas, venu à son aide, est blessé à son tour au visage par une pierre que lui lance Hector. L'affolement s'empare de l'armée grecque qui recule en désordre, repasse le fossé, la palissade et continue sa course vers ses vaisseaux alignés sur le rivage. Hector et ses troupes traversent à leur tour la palissade, sans rencontrer de résistance, et se dirigent vers la flotte grecque avec l'intention de l'incendier. De tous les grands chefs grecs, seul Ajax est encore valide. Bravement, il rassemble une partie de ses troupes et cherche à ralentir l'avance des Troyens et à sauver la flotte. Mais déjà, un brandon enflammé lancé par Hector a mis le feu à l'un des navires. La situation des Grecs paraît désespérée. De leur tente, Achille et Patrocle observent la mêlée. Patrocle ne peut supporter de rester passif devant la déroute de ses compatriotes. Il s'adresse à Achille en ces termes. « Je comprends que tu ne veuilles pas te mêler de cette affaire, mais je n'ai pas les mêmes raisons que toi d'en vouloir à Agamemnon et à nos compagnons. Permets-moi donc, je t'en supplie, d'aller à leur aide. Et puisque tu le sais bien, ta seule vue suffirait à briser l'élan des Troyens, prête-moi tes armes, afin que, me prenant pour toi, l'ennemi soit frappé d'épouvante. » À contre-cœur, Achille y consent. Patrocle se revêt aussitôt du casque, de la cuirasse et du bouclier d'airain flamboyant que Vulcain lui-même avait forgé pour Achille. Il s'arme des javelots et de l'épée du héros. Il renonce en revanche à la lance d'Achille, trop lourde pour lui. Pendant ce temps, le char d'Achille a été hâtivement attelé à ses 2 chevaux, presque aussi beaux que ceux de Rhésus. Patrocle prend place sur le char, qui sera conduit par Automédon, le conducteur attitré d'Achille, seul capable de diriger ses chevaux fougueux. Achille, inquiet, fait à Patrocle d'ultimes recommandations. « Contente-toi de te montrer de loin aux Troyens. Ton arrivée suffira, je pense, à les faire fuir hors du camp grec. Mais surtout, prends bien garde de ne pas les suivre au-delà du fossé et de ne pas affronter Hector. Il est trop fort pour toi. » Patrocle promet de respecter ses consignes et s'élance au galop vers le champ de bataille.